Soyez les bienvenus et en avant pour la finale de la Coupe du Monde de rugby Angleterre-Afrique du Sud. C'est l'affiche de cet événement que vous allez être des dizaines de millions à suivre dans le monde et sur TV5. Et en guise d'échauffement pour nous mettre en condition avec Karine Arsène. Bonsoir, jolie Karine. Bonsoir Roger, bonsoir tout le monde. Nous avons réuni des amis de la famille du rugby, tous animés de la même passion, une passion que nous avons partagée pendant plus d'un mois, même si les lendemains de l'élimination par nos meilleurs ennemis, les meilleurs ennemis du 15 de France ont été difficiles, mais soyons sport. Karine, nous allons assister sur TV5 à un grand moment. Tout ça sans rancœur, dans la belle ambiance et l'ambiance si conviviale du rugby. Avec Céline Martin, qui exerce le dur métier de femme de joueur. Céline est l'épouse de Rémi Martin, troisième ligne du 15 de France et du Stade français. Bonsoir Céline. Bonsoir. Qui est magnifique, hein? Oui. Vous trouvez pas? Elle est très belle. Et comment va Roméo? Très bien, merci. Roméo, c'est le petit, vous aviez compris. Le docteur Serge Simon est un ancien international, l'un des fameux Raptou, pilier de la tortue béglaise, dirigé par l'immense Bernard Laporte. Bienvenue, docteur. Je suis aussi femme de joueur. Bonsoir, Franck Tapiro. Bonsoir. Vous êtes allez, on va dire, une des stars des publicitaires sur la place en ce moment. Petit-fils de pub, ça vous va ou pas? À 42 ans, ça va, c'est ouais. Bien, petit-fils. Multiples casquettes, présentateur télé, chroniqueur à la radio, conseiller en communication. J'en oublie sans doute un peu. Rugbyman amateur quand même. Parce que... Bon, bien. Ça qu'on il est là, vaut mieux, hein. il vaut mieux ce soir. Ouais. Sébastien Follin qui ne connaît pas Sébastien Follin sur TV5 Monde. Qui? Acoustique, vous connaissez cette Si grande on aime émission. la musique, Voilà. on connaît Sébastien Follin. Spécialiste de la musique, accessoirement, et vous en êtes une autre, spécialiste de la météo. N'est-ce pas? Je vous ai vu il n'y a pas si longtemps à la télévision, en tenue de rugby, passer un ballon, subrepticement devant une carte. Tout à fait. Est-ce à dire que vous avez joué? Vous avez vu les cuisses que j'avais quand même Oui, dans ce énorme, t-shirt quand même. énorme. Donc voilà, forcément, oui, Énorme. j'ai fait un peu de rugby. Oui. Et puis notre talon, le talon de la soirée, c'est comme ça qu'on appelle les talonneurs, Fabrice Landreau, ancien international, co-entraîneur du Stade français, club 13 fois champion de France. Fabrice, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. On a eu le coach au téléphone tout à l'heure, Bernard Laporte. Vous n'allez pas jouer tout le match. Et vous serez remplacé en deuxième période par Franck Ménel. Même Pas poste. trop déçu. Non, très très bien. Moi, un petit peu quand même, hein. Pas mauvais, mais les...
Est-ce que vous aimez bien Fabien Pelouse? Oui. Beaucoup. Ça tombe bien et ça vaut mieux pour vous car nous l'avons avec nous et on peut vraiment le remercier. On va l'applaudir, tiens. On va l'applaudir. Le deuxième ligne le plus capé du monde, recordman des sélections. Fabien a été retenu 115, c'est ça? 118. Oh, j'en ai oublié 3. 118 fois en équipe de France. Vous avez déclaré forfait contre l'Argentine avec Josion et Miloud. Ce sont les côtes qui sifflent un peu. Une côte Ouais, siffle beaucoup même. siffle beaucoup, elle est cassée. Ouais, il y en a une cassée. Ouais. Cassée. Ça vous ennuie de ne pas jouer ce dernier match? Ou vous vous sentez un petit peu soulagé? Non, soulagé non. Non, c'est difficile de conclure l'aventure comme ça, sur une blessure, sortir sur une demi-finale. Après 30 minutes de jeu, c'est difficile. Mais à partir du moment où je suis sorti du terrain, je savais que c'était terminé. Bon. Et j'aurais été encore plus frustré si on était passé, si on s'était qualifié pour la finale, évidemment. Bon, rassurez-nous, c'est pas ce soir que vous allez nous annoncer votre retraite internationale. Non, c'est pas ce soir. C'est pas ce- Alors, autre question importante. Vous revenez de très loin. Cette Coupe du Monde, ça a été quasiment un miracle pour vous. Vous avez eu un passage très très difficile à cause de grosses blessures. Ouais, j'ai pas été perdu par les blessures depuis 2 ans et c'est vrai que ça a été un peu difficile chaque fois de se remettre dans le bain, de reprouver chaque fois qu'on méritait sa place. Donc ça a été une période un peu difficile. Moi qui avais une carrière assez linéaire et sans trop de blessures, depuis 2 ans, j'ai un peu accumulé. Ouais. Dernière question, comment vont vos petits camarades pour avoir des nouvelles fraîches? Ça va, le moral est bon, d'autant plus qu'on joue l'Argentine, c'est quand même la revanche du match d'ouverture et on a envie quand même de montrer que on est capable de battre cette équipe. On va faire avec Thomas Desson le premier bilan chiffré de cette Coupe du Monde. « 38 cm, comme la hauteur du trophée Webb Ellis, ces 2 poignées arborent la tête d'un satyre d'un côté, une nymphe de l'autre, comme quoi pour le remporter, il faut être féroce et félin à la fois. 140 kg, comme le poids du plus beau bébé de cette Coupe du Monde, le pilier namibien Marius Visser, un peu dépassé sur les extérieurs. « 2,01 m, il s'agit du plus grand joueur, le deuxième ligne Victor Matfield, grand pourvoyeur de ballon, qui évoluera à Toulon en quelques semaines. 7 tonnes, comme le poids des fonds emmenés par le staff de l'équipe de France pour les séances de musculation lors de la préparation. 121 points, c'est le record de points marqués au total dans le match entre la Nouvelle-Zélande et le Portugal. Le record absolu est aussi détenu par les Blacks avec 145 points inscrits à eux seuls, cette fois contre les Japonais, édition 1995. « 28 millions de litres de bière vendus, a fortiori bu, pendant les 6 semaines de liesse. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, le gars? Enfin 70, comme le pourcentage selon un sondage TNS Sofres, assurant que la Coupe du Monde aura un effet positif sur l'humeur. C'est bon pour le moral, c'est bon. Alors, petit tour de table, cette Coupe du Monde, c'est l'heure du bilan. Je ne vais pas poser la question à Fabien, mais pour ceux qui l'ont vu, regardé sur les stades, à la télévision, pour vous, ça a été la grande fête du rugby ce mois et demi. Céline? Je crois qu'il y a eu un engouement populaire très fort en France et à l'étranger, d'autant plus, je crois, après le quart de finale gagné contre les All Blacks. Et en plus, je pense que cette Coupe du Monde a eu pas mal de surprises. Un départ un peu raté de l'équipe de France qui a donné d'autant plus d'importance à tous les matchs de la poule puisqu'il fallait gagner et avec le bonus, donc il y avait beaucoup plus d'attentes à ce niveau-là et du coup le résultat sportif n'était pas certain, donc il y a eu effectivement beaucoup d'attentes. Alors moi j'ai une question, depuis quand vous aimez le rugby? Depuis que vous êtes avec un joueur Non, de parce qu'avant rugby? d'être mariée avec Rémi, je travaillais déjà dans le marketing sportif. D'accord. Donc, Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. pas tout à fait. Tu le vois le coup? Ça aurait pu, mais pas tout à fait. Donc, Fabrice, non,
Vous avez beaucoup bossé déjà pendant cette Coupe du Monde, Ouais. puisque vous étiez consultant chez des confrères de la télévision, de la radio. Alors comment vous l'avez vécu? Vous l'avez senti forte en événement? Ouais, superbe. Ouais. Superbe à vivre parce qu'autour des stades, déjà, c'était une véritable fête populaire. Plein à craquer? Plein à craquer. Ça, c'était la belle satisfaction, en tout cas, de la réussite, en tout cas, de cette Coupe du Monde sur les stades en France, en tout cas. Ferveur populaire à l'extérieur. Alors, on s'est vraiment branché entre supporters, mais d'une manière formidable, conviviale. Et puis, à l'intérieur des stades, il y a eu ces chants qui ont poussé les deux équipes. Lorsque l'équipe de France jouait, c'est Ola, c'est Marseillaise, vraiment, le peuple français a soutenu cette équipe de France. Ouais. Et c'était vraiment c'était superbe à vivre. Et autre chose également qui a amené beaucoup de solennité sur les stades, à l'heure des Marseillaises, lorsque ces deux équipes rentrent avant le coup d'envoi, qui suivent en file indienne un porte-drapeau, au son d'une superbe musique. Ça a amené beaucoup d'émotions. Je ne sais pas comment les joueurs l'ont ressenti sur le terrain, mais en tout cas, ça nous donnait la chair de poule. Ouais. Et ensuite, les hymnes, c'était vraiment un protocole qui était superbe. Je crois que tout l'habillage musical de la Coupe du Monde a été fait par Jean-Michel Jarre. J'ai l'impression. Je crois que c'est lui, mais c'est vrai que c'est un peu inspiré, je trouve, de la musique de Gladiator, le fameux film. Et quand vraiment les équipes arrivent en marchant, c'est Gladiator qui rentre sur le terrain. On avait plein d'images de films qui revenaient. D'ailleurs, c'était vraiment une musique de long métrage pour moi. Mais c'est vrai que même si malheureusement la campagne de l'équipe de France s'est arrêtée trop tôt, on aurait aimé qu'elle aille jusqu'au bout. Cette Coupe du Monde est une campagne de pub absolument formidable pour le rugby, non seulement en France, mais partout dans le monde. Et en fait, ça se fait souvent, malheureusement en France, c'est comme ça, par différentiel par rapport au foot. Les supporters français se sont rendus compte d'abord que c'était un sport extrêmement collectif, qu'il y avait une fête avant, pendant et après, ce qui n'est jamais le cas au football. Et surtout que dans les tribunes, tout le monde est mélangé et que quel que soit le score, même avec 100 points d'écart, on voit des supporters bras dessus, bras dessous, un qui chante l'hymne de l'autre et ils se félicitent à la fin, ils s'embrassent. Et ça se passe avant, pendant et après. Donc non seulement le rugby a gagné en lettres de noblesse parce qu'il a mis en avant ses valeurs universelles qui sont la solidarité, l'entraide et autres, mais on a montré en plus que le professionnalisme dans ce sport a peut-être été mieux géré que dans d'autres, puisqu'on arrive à garder des valeurs, et on avait très peur, quand le professionnalisme est arrivé dans le rugby, justement, qu'on perde cet état d'esprit. En tout cas, le rugby est devenu extrêmement populaire, et des gens étaient agréablement surpris, je pense, par le rugby. Ils ne pensaient pas, ils le connaissaient mal peut-être. C'était peut-être un sport peut-être d'aficionados avant. Aujourd'hui, c'est un vrai sport populaire, et je peux vous dire que la concurrence avec le foot va être énorme dans les prochains mois. Serge, vous finissez cette Coupe du Monde très fatigué. C'est vrai, vous avez bossé comme un fou. Ouais. Oui, le rugby était partout et donc il y avait beaucoup de demandes pour des consultants, ouais. Mais c'est très bien. Je voulais revenir sur ce que disait mon ami Tapiro. Je suis d'accord avec lui. Je pense pas qu'il ait gagné une popularité comparable avec le football. La spécificité du rugby, à mon avis, c'est qu'il y a le football a une assise sur les supporters et les pratiquants qui est massive, mondiale. Le rugby restera toujours, à mon avis, sur une assise de pratiquants restreinte, ça ne deviendra pas planétaire et c'est tant mieux, et y compris au niveau de ses supporters. Par contre, et c'est vrai que la Coupe du Monde a amené quelque chose d'extraordinaire, il y a un décalage, il a toujours eu, mais là il est monstrueux, entre cette assise qui est assez restreinte, je crois, pratiquants-supporters, et la notoriété en termes marketing, la notoriété en termes de valeur. Il y a un public de ce que j'appellerais des rugby friendly, tu vois, c'est-à-dire j'en suis pas, mais j'aime. J'y comprends pas grand-chose, mais j'aime. Et beaucoup de femmes. On en parlera puisqu'on pense, nous, qu'il y a plusieurs manières de regarder le rugby, y compris quand on ne connaît pas bien les règles. Je termine là-dessus, c'est que, effectivement, il y avait une crainte sur évolution des valeurs, etc. C'est un peu, merde, l'oseille, ça va tout gâcher. Je pense qu'il y a une espèce de cercle vertueux qui peut se mettre en marche, je ne dis pas qu'il va se mettre en marche, où si les gens du marketing et les médias, et c'est ce qui est en train de se passer, prennent ça comme levier de communication, c'est-à-dire, comme il a dit, le rugby, c'est un truc de valeur. Les partenaires viennent là parce que ça porte ces valeurs. Je pense qu'ils vont aider eux-mêmes à protéger le produit. Et ça, c'est génial. Sébastien, comment vous l'avez entre deux météo, entre deux émissions, deux émissions de radio, deux émissions de télé, deux émissions sur Internet. J'ai vécu ça, j'ai vibré pendant ce mois et demi. J'ai eu la chance d'être à Cardiff, de voir c'était un match exceptionnel. Et j'ai vu aussi le France-Irlande. Mais pour aller dans le sens de tout ce qui se dit là, je trouve que c'est la résultante du travail fait depuis quelques temps. Quand on voit que le Stade français a rempli le Stade de France
l'année précédente, 3 fois, je crois, pour la venue de Toulouse, de Biarritz, de Perpignan aussi. C'est pour ça, Serge, que 80 000 personnes on pour un arrive match quand de même, vous championnat. parliez d'un public qui pourrait être un peu serré. On met quand même 3 fois 80 000 spectateurs dans le Stade de France pour un match du top 14. Pour un match de Il championnat, y a 20 c'est- millions de téléspectateurs à TF1, mais il y a un décalage entre son assise de pratiquants D'accord. qui n'augmentera pas et son assise Ok. de supporters qui n'augmente pas et ce public qui vient en millions, voire en milieu dans les stades. Un mot rapide, Fabien. Vu de l'intérieur, comme ça, vous l'avez senti tout ça ou... On a senti par bribes, mais on était un peu à l'extérieur de l'événement, nous. Nous, l'événement, il n'était pas médiatique pour nous, il était sportif. Donc, on a préparé l'événement sportif. On a essayé justement de séparer un peu les choses et de Pas de rester télé, là. pas de journaux, pas de Bien sûr radio. qu'on avait la télé, on voyait quand même ce qui se passait, mais on était assez protégés à Marcoussis notamment, où on n'avait pas trop accès à l'extérieur et on s'est recentré un peu sur nous-mêmes parce que ce qui était important, c'est ce qu'on vivait entre nous et ce qui se passait sur le terrain. Bien. Alors, autre bilan difficile à quantifier, celui-là, celui des émotions parfois dures. C'est même violent souvent, mais le rugby, après tout, c'est un sport de combat et il y a parfois des larmes, des blessures. Mais surtout, le rugby, ça procure des joies comme seul ce sport peut en procurer. Bilan émotion maintenant avec Thomas Desson. Pour un joueur, le bonheur se décline de 2 façons, tamponné ou marqué. Rugby aseptisé, schématisé, sur un exploit individuel, le 3/4 dès l'assaut pour les Fidji, c'est encore faire parler le flair. Ou le seul rayon de soleil du trèfle, Brian O'Driscoll pour l'Irlande. Faire parler les Cannes, c'est avoir des jambes de feu, des appuis écœurant les défenses adverses, avec le Canadien Craig Culpen pour un raid solitaire. Ou Brian Abana, le premier de ses 8 essais, record égalé. En tandem, le coup d'œil du demi pour son ailier, Michalak dans la boîte pour Vincent Clerc. Pénalité rapidement jouée, O'Gara trouve Trimble. Wilkinson pour Saki. Doigt levé, Chabal sait être doux et rusé pour filer à l'essai. Mais ne lui demandez pas de jouer les ballerines trop longtemps non plus. Chevauché solitaire, d'accord, mais le plus beau reste le travail d'équipe des Cherry Blossom. Un essai de pratiquement 100 mètres. À la conclusion, le japonais Kozuke Endo. Endo, l'argot du mot terminus en anglais. Un nom prédestiné à jouer à l'aile. Si l'orgasme, la définition du bonheur pour certains s'exprime dans l'envie de franchir la ligne, pour d'autres, un bon tampon réveille de fortes émotions. Le bouchon, même les gars de la télé y ont goûté. Et voilà, et c'est comme ça qu'on casse le matériel, du matériel qui vaut très très cher. Fabien, des émotions, votre émotion de la Coupe du Monde, vous l'avez en tête? Il y en a une particulière ou c'est un ensemble de choses? Ouais, le haka certainement. Ah. Le haka du quart de finale. Alors, on rappelle, le haka, vous êtes tous à quoi? À combien de centimètres? Bon, je sais Pas loin, hein, pas loin. Hein. pas. Ça dépend du menton, quoi. Moi, j'ai adoré la tête de Chabal au moment où il y avait le haka. J'ai même cru lire énorme. sur les lèvres de Chabal, à la fin du haka, quand il a regardé Ah là là, son c'est vis-à-vis, incroyable. il a
prononcer 2 lettres que je ne répéterai pas. Merci, ou enfin un truc comme ça, sur ses lèvres. Je l'ai lu, hein, mais thank you, good game. Mais est-ce que ça dégage une énergie vraiment bestiale ou pas? Non, ça dégage beaucoup d'émotions parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est bien passé à la télé, mais Ça fait peur à la télé. Hein. on avait décidé justement de s'aligner, de se mettre avec des t-shirts bleu, blanc, rouge. Et en fait, on voulait pas défier les Blacks particulièrement, on voulait simplement leur montrer que nous aussi, on était fiers de nos couleurs et qu'eux, ils avaient leur AK et nous, on était simplement là, qu'on n'allait pas se laisser faire et qu'on était simplement fiers de jouer ce quart de finale. Vous aviez déjà fait un petit peu la même chose en 99, mais un peu plus loin. Mais il y avait une espèce de défi du 15 de France face aux Néo-Zélandais. Toutes les équipes, elles essayent, je pense, de Et après, vous leur aviez mis une belle tôle, d'ailleurs. Il n'y a pas de manque de respect. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils les ont défiés du regard. Ils ont défié en opposant nos valeurs face aux leurs. Mais il n'y a pas eu la vulgarité de leur dire, de toute façon, on s'en fout de votre AK. Il n'y a pas eu de manque de respect. Je crois que c'est vachement important. Ça s'est vu en tout cas dans le stade, ça s'est vraiment senti. On était tous. En plus, il y avait en plus des retours vidéo dans le stade. Donc on regardait en live et en même temps on voyait les gros plans. C'était un moment d'émotion unique. Je pense que l'image de la Coupe du Monde restera celle-là. Ouais. Il reste encore 2 matchs, mais c'était magnifique. Céline, il y a des moments où vous avez un petit début de larmes à l'œil. La cérémonie d'ouverture, match d'inauguration, l'entrée des joueurs à ce moment-là. C'est la concrétisation. Pour nous, les familles de joueurs, la Coupe du Monde n'a pas débuté le 7 septembre. Ça fait plusieurs mois qu'elle est présente au quotidien dans nos vies. Et là, on se dit, ça y est, on y est, quoi. Ouais, beaucoup de fierté qui se dégage. Depuis combien de temps, officiellement, ne l'avez-vous pas vu, Rémi ? Officiellement ? Oui, officiellement. Enfin bon, depuis combien de temps est-il parti de la maison ? Début juillet. Pardon ? Ça fait 3 mois et demi. 3 mois. Ça fait 3 mois et demi qu'il est parti. J'entends que des fois, il y en a. Ça met pas du tout. À la porte de la chambre. Moi j'ai peut-être une question très stupide. Hein. Oui. Tu es un peu néophyte dans le rugby. Ça va. Karine, non. Ça m'étonnerait. Mais est-ce qu'il y a un régime particulier justement en tant que femme de joueur ? Pour la femme ? Mais non, un régime à les plats. Qu'est-ce que vous préparez comme alimentaire ? Il n'y a rien de particulier. C'était du foin et des gras. Comme ça. Non, il n'y a rien de particulier. Je pense que les joueurs se gèrent tout seuls. Je pense qu'ils n'ont pas tous le même régime. Pour Rémi, c'est essentiellement de la viande blanche et des pâtes. Il mange pas de foin. Il mange pas. Bon. Et vous gardez la ligne, c'est merveilleux. On va faire travailler un petit peu Karine, puisque cette Coupe du Monde a été l'occasion pour beaucoup de découvrir le rugby, peut-être de commencer à comprendre le langage, à parler rugby. C'est important pour vous qui allez regarder la finale. Avec je ne vais pas la rater maintenant. Alors, pour apprécier tous ces moments de bonheur, faut-il encore comprendre le jargon du rugby? Justement, nos 2 envoyés très spéciaux sont allés vérifier votre niveau d'études. Alors, parlez-vous rugby? C'est tout de suite avec nos 2 cocottes, Nora et Julie. Excuse-moi Julie, est-ce que tu pourrais me faire un drop? Ah non, tu vois bien qu'en ce moment je suis en plein môle, je viens de terminer une cathédrale avec un de mes gratteurs, ça va pas être possible. Hein. Écoute cocotte, t'es en train de friser la pénale touche là. Hein. Voilà, vous venez d'assister à une piètre démonstration du parler rugby. Mais vous, parlez-vous rugby? Parler rugby, il faut l'accent du sud, non? À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un drop? Un son comme ça. Drop. C'est un coup de pied en faisant tomber le ballon juste avant de donner le coup de pied. Un arrêt buffet. Un arrêt buffet, c'est quand on fait la pause. C'est une pause lunch, quoi, mais... Un arrêt buffet, on se lance sur lui pour enlever la balle, je sais pas. C'est quand on plaque au ventre. Qu'est-ce que c'est qu'un gratteur? Un gratteur, je sais pas moi, c'est un gars qui fait chez quelqu'un d'autre peut-être, je sais pas. Quelqu'un qui va récupérer les ballons au sol dans les groupements. Une cravate. Vous savez ce que c'est qu'une cravate au rugby? Eh ben écoutez, je l'ai su parce que je l'ai entendu dire, mais je me souviens plus là-dedans. C'est un plaquage haut. Une fourchette, c'est un coup dans le dos. C'est des coups de doigt dans les yeux. C'est une agression, quoi. Un bouchon. Et on a 3 qui se mettent sur un pour pas le laisser passer. C'est pas l'espèce de nœud qui se font entre tous les hommes, là, crac. Je sais pas, lors d'un plaquage à plusieurs, peut-être, je sais pas. Oui, c'est pareil, c'est quand 2 joueurs se rencontrent de manière assez soutenue, ça doit être ça. Un bouchon, c'est pas le bouchon où il y a trop de monde sur la même place. Non, ça c'est dans la mêlée, là personne ne passe, c'est dans la mêlée, il y a un bouchon là. Une tortue.
C'est un môle debout qui avance. Un ballon mort. C'est les ballons en touche. Ouh, crevé. Un ballon crevé. La cathédrale, c'est... Je suis protestante, je sais pas. Ça, je sais pas. Ah, Ah, c'est la touche, quand ils prennent la touche, non? ouais. Quand il faut monter le joueur au-dessus, c'est ça, je crois. Qu'est-ce que c'est qu'un saucisson? C'est la balle. Saucisson. Ovale. Bon, Roger, prenez les choses en main. Mais oui, expliquez-leur, bon Dieu. Ah oui. Ben alors, on va se gêner. On va se gêner pour leur expliquer. C'est vrai que c'est pas si simple. Et puis en plus, on a remarqué une chose, c'est que selon les régions, les expressions sont pas tout à fait les mêmes. Enfin bon, il y a quand même des trucs. L'arrêt buffet. L'arrêt buffet, c'est... Je ne sais pas, moi je suis nulle en Allez, on va dire un Bon, plaquage très fort qui arrête vraiment net l'adversaire. Voilà, et le ballon mort, c'est pas le ballon crevé. Le ballon mort, c'est pas le ballon crevé, c'est quand le ballon sort de l'aire de jeu. D'accord. Voilà. C'est noté. Alors, j'avais noté un truc que connaissait pas Céline, le saucisson. Si j'y réfléchis depuis. Ah, vous avez été regardé sur ma feuille. Du tout. Oh là là. C'est une mauvaise passe. Ouais, ça Non. va. Non, une passe de mauvaise qualité. C'est pas pareil. Moi, je savais pas. C'est vrai? Non, je croyais que c'était un gag. Non, c'est une passe de maçon, quoi. Enfin, Ah, voilà. Ah, maçon, Roger oui. était en train de nous dire, on a 100 ans de rugby à tous les trois, tu nous apprends. Voilà, je vais vous apprendre ça prouve. Le capitaine de l'équipe de France qui dit Et ben non, ça voilà, n'existe pas. ça prouve Toi, tu que regardes même à dans ce les yeux niveau-là, et tu dis, ouais, c'est une mauvaise ça passe. prouve que même à ce Eh, niveau-là, Roger. peut y avoir des baltringues. Voilà. Faut arrêter de... La cathédrale, alors là, on peut bien comprendre pour. Mais c'est pas la Plaquage. C'est cathédrale, Le plaquage plaquage cathédrale. Le plaquage cathédrale. Plaquage cathédrale. Mais d'ailleurs, Sébastien Chabal devait être pénalisé pour ce genre de plaquage dangereux. Il ne l'a pas été parce que ça n'était pas un vrai plaquage cathédrale. C'est-à-dire qu'il n'a pas planté le mec sur la tête. Voilà. En fait, c'est prendre le joueur, le retourner, le mettre sur la tête. Et c'est dangereux pour les cervicales. Ouais, il faut que tu fasses les cloches. Il faut que tu fasses les cloches. Si tu n'entends pas les cloches, c'est pas bon. Bon, indéniablement, Karine, c'est encore à vous. Le rugby plaît aux femmes. Et oui, beaucoup. Et pas forcément uniquement grâce à ce jeu magnifique que nous sommes en train de découvrir pour beaucoup. Exactement. En fait, parmi les 30 joueurs de l'équipe de France, 2 se disputent la première place dans le cœur des Français. Si vous hésitez encore sur votre choix, Ben, on va vous laisser. voici exclusivement pour vous, en image, un superbe bonus. Bref, c'est cadeau. Il y a eu les Beatles. Il y a eu Patrick Bruel. Aujourd'hui, il y a les rugbymen. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. Alors, est-ce que vous êtes plutôt animal façon Chabal? Ou plutôt jeune et faible, façon Michalak. Voyons tout de suite les joueurs préférés des Françaises. Et des Français. Coquinou. Est-ce que je trouve que les rugbymen sont sexy? Non, pas particulièrement, mais je trouve que ce sont des gentlemen et le rugby est un sport de gentlemen. D'accord. Contrairement au football, excusez-moi. Ah non, je les ai trouvés vraiment tout à fait Pas du tout sexy. Non, non, surtout celui avec la barbe et tout. Oh, ah. Je les trouve très beaux garçons. Ah, Voilà. donc sexy, Bon, d'accord, entre nous. sexy. Ils sont sexy, hein. Ils sont sexy, voilà. Ouais, ça va, par rapport aux autres années, ils sont meilleurs. Quand je vois les musculatures, je me dis, oh là là. Vous craquez un peu, hein. Ouais, c'est sympa, ouais, moi je trouve, oui. Donc vous êtes plutôt jeune et faible. Ah, lui c'est mieux. Madame aime les éphèbes. C'est ça. Moi, je suis Michalak. Évidemment. Ben, il n'est pas sexy, hein. Ah, vous trouvez pas Il est sexy? musclé, ben non, il n'est pas sexy, il est musclé. C'est quoi sexy pour vous? Ouais, sexy pour moi, c'est très... Moi, il me plaît pas, franchement, pour moi, mais bon, je suppose que si j'étais une femme, je crois qu'il me plairait assez. Très fin. Ibanez, pareil que ça. Comment? Ibanez. Moi, je crois que je serais plus Chabal quand même. Ah nous on est Chabal. Foot animal, ouais, certainement. J'ai commencé déjà à laisser pousser la barbe. En tant que femme, animal. Je suis quelqu'un qui adore le sport et je les aime tous.
Mais je vais vous dire un truc, pour moi, ils sont tous trop grands. Oh, c'est un peu trop gros format pour moi. En tant que femme, j'ai mon mari. Finalement, animal ou faible, un rugbyman, c'est minimum 80 kilos de tendresse. Céline, vous le situez où, votre mari? À mi-chemin. À mi-chemin entre l'animal et les faibles? Je crois que c'est quand même assez caricatural, quoi. Mais bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est les médias qui leur ont conféré un statut d'icône. Je pense que c'est aussi malgré eux. Mais Rémi m'a dit plusieurs fois de Chabal qu'il n'a rien d'un animal sauvage, rustre, que c'est quelqu'un d'intelligent et de sensible. Non, mais je trouve pas ça forcément très valorisant, les cris que poussent les supporters en tribune, chaque fois qu'il a le ballon qui rentre sur le terrain. Je suis sûr qu'il le vit très très mal. Non, mais je peux vous parler de votre beau mec de mari. Comment vous le vivez, ça? Bon, je suis plutôt flattée. C'est quand même plutôt flatteur. Voilà, exactement. On me demande souvent si le fait qu'il pose dans les calendriers du stade me pose problème, mais pas du tout. Fabien, la concurrence est dure au niveau des beaux gosses dans le 15 de France. Je me suis fait une raison. Bon, Fabien Chabal, c'est vrai, c'est pas seulement une star en France, il est devenu une star internationale. Chabal, c'est un petit peu comme on imaginait un ogre quand on était petit, ça faisait un petit peu peur. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est. Imaginez-vous. Mais montrez Chabal à un petit enfant dans un livre, il va dire oh il y a un ogre quoi non. Si il a la grande barbe. Bon, enfin c'est quand même un joueur qui est capable de faire reculer une mêlée ouverte de 10 mètres. Donc c'est un ogre qui a aussi un cœur tendre parce qu'on l'a vu également pleurer sur le terrain après la défaite face aux Anglais. Alors Chabal, c'est aussi une star sur le net, vous allez voir, une publicité fait en ce moment un triomphe, regardez. Springboks! Springboks! Alors, vous voyez, ça vous fait rire aussi. Bon, ben, voilà. Non mais. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur cette histoire d'ogre. Je pense que le succès planétaire qui dépasse complètement Sébastien et le jeu de Sébastien, c'était comme le mousse, ça rencontre à un moment donné un inconscient collectif. C'est-à-dire, c'est effectivement le mythe du géant, de l'ogre, du pouvoir surnaturel, etc. Ça n'a rien à voir avec le rugby. C'est pour ça que c'est une star. Il rentre vraiment en résonance avec quelque chose qui a illuminé notre enfance, qui est ce mythe du géant. Et le look, c'est Alors, incroyable. Justement, elle en parlait, Céline, tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il vit bien, Fabien, ces espèces de cris de bêtes que poussent les spectateurs quand ils rentrent sur le terrain? C'est à la limite faire, je sais pas, dire tiens, on a un animal qui rentre sur le terrain, c'est pas très valorisant, si? Oh, je sais pas s'il le vit comme ça. Je crois qu'il... Ouais, un peu, j'ai l'impression. Ah. Ouais. Un peu, il vit un peu en décalage. Lui, il vit sa vie de rugbyman professionnel, sa vie d'international et tout ce qui est à côté, la démesure de l'engouement qu'il y a eu par rapport à cette Chabalmania, je crois qu'il l'a subi un peu, mais sereinement, parce qu'il a 30 ans et que voilà, il sait un peu que c'était voilà, c'est un peu de la circonstance. C'est que je pense que Fabien Chabal aurait Fabien Fabal aurait 22 ans aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait peut-être un problème à le vivre. Il comprendrait peut-être pas trop ce qui lui arrive entre son anonymat quasi incroyable, il y a 3 ans, 3-4 ans dans le championnat de France, il s'exile en Angleterre, et tout d'un coup il devient une star en Angleterre, Caveman, on l'appelle Caveman dans la presse anglaise, et tout d'un coup il arrive, et en quelques matchs, il devient une star mondiale et planétaire, comme l'a dit. Mais surtout qu'il a été recalé en équipe de France. Il est recalé en équipe de France, mais à 30 ans, c'est avec le recul qu'il a, et puis c'est vrai qu'en dehors... J'ai eu la chance de côtoyer 1 ou 2 fois, c'est vrai que c'est pas du tout l'ogre, c'est un mec adorable, gentil, sensible et autres. Et c'est vrai qu'il a un décalage incroyable. D'ailleurs, même ses réactions sont dingues quand il est face à un journaliste anglais qui lui parle en anglais, il fait
Je suis désolé, on est en France, je parle français. Ah non, trop fort. Il le fait, c'est trop fort parce qu'il le fait sans agressivité, il le fait, c'est un clin d'œil et tout d'un coup on se dit waouh. Sauf que vous n'avez pas la voix. Je veux pas la voix, non, c'est impossible. Il est dans les graves, il a 2 octaves au-dessus de moi. Mais l'âge de Sébastien l'aide, je pense, à avoir un peu de recul par rapport à ça. Sinon, c'est vrai qu'une pression médiatique comme ça pour un jeune. D'ailleurs, Lomou avait, je crois, 24 ans quand la Lomou Mania est arrivée. Et ça lui a peut-être fait un peu péter les plombs à un moment. Sébastien, non. Et comment on a vécu ça au sein du 15 de France? On prenait ça avec le sourire ou bien c'était un petit peu... Oh non, c'est plutôt rigolo pour nous. Plutôt rigolo, ouais. Mais quand tu le subis pas, c'est plutôt rigolo, moi je trouve. Voilà. Et vous l'avez un peu chambré. Vous l'avez un peu chambré ou là-dessus ou... C'est pas le genre de mec que tu chambres finalement. Vous êtes vraiment des dégonflés dans ce 15 de France. On repart un peu plus du jeu de Chabal. Comment peut-on expliquer qu'il soit aussi bon quand il rentre en cours de partie et peut-être passe-t-il un peu à côté quand il débute un match ou quand il joue sur une durée un peu plus longue? Oh, c'est dur. Les muscles. Comment c'est dur, non? Il a utilisé comme ça surtout. Ouais. Il est utilisé comme impact player et il rentre la dernière demi-heure face à une équipe ou des joueurs qui sont un peu fatigués déjà. Donc la dernière demi-heure, c'est quand même là où les organismes commencent à être un petit peu dans le rouge. Et quand Seb il arrive avec sa surpuissance devant des corps un peu fatigués, ça fait des gros dégâts, quoi. Donc voilà, je crois qu'il est capable de faire un match, mais il est plus important pour l'équipe, ou Bernard a jugé plus important pour l'équipe de le faire rentrer dans ce rôle. Bien. Alors, Franck Tapiro, vous avez produit un clip il y a quelques années au profit de... Enfance et partage. Auquel participaient, mais on va voir Fabien, vous allez voir, participaient un certain nombre d'internationaux. Alors nous allons faire un jeu ensemble et essayer d'identifier Sébastien Chabal. Alors, les deux Franck, à mon avis, vous ne jouez pas. Mais les autres, vous êtes prêts? Il faut retrouver Sébastien Chabal, top magnéto. Un enfant a des droits, mais ne peut se défendre. Sa parole n'a pas de poids, il faut bien le comprendre. Il faut savoir entendre un enfant qui ne dit rien. On ne peut ignorer ce silence plein de chagrin. Les droits des petits hommes, c'est le droit des enfants à devenir des hommes, à devenir des grands. Y'en a marre des martyrs, des sadiques, des satires. Faudrait pas oublier les enfants, c'est la vie. Quand je rentre en mêlée, c'est pas avec les temps. Mais moi, je suis assez grand pour me défendre. Un enfant battu, maltraité ou violé, a souvent du mal. À la baguette, vous êtes carrément magnifique. C'est un moment magnifique. Une matinée, on a organisé ça en 15 jours. Et ça aussi, encore une fois, on va dire, voilà, c'est le rugby et rien d'autre. C'est pas vrai, c'est que dans d'autres sports, on a essayé de faire ce genre d'opération humanitaire. En général, on a 3-4 sportifs. Ce jour-là, il devait y avoir 40 rugbymen. On a fini avec 63 rugbymen, des gens qui n'étaient pas prévus, qui sont venus, parce qu'ils ont entendu parler du projet de toute la France, d'Angleterre aussi. On avait André Boniface qui est arrivé le premier le matin devant le studio. On a eu toute l'équipe de France, le Stade français, le Stade toulousain. C'était un moment d'émotion fabuleux. Il y avait Céla, il y avait toute la famille du rugby. Pas mal, mais il faut dire que le rugby, c'est quand même un monde dans lequel on chante beaucoup. On nous apprend à chanter depuis tout petit à l'école de rugby, dans le car, on chante tout le temps au rugby. Sébastien. Moi j'ai grandi dans les 3e mi-temps, donc vous imaginez les paroles que j'ai pu entendre. Tout. Là, il y a des choses qu'on ne peut pas chanter. Là. À la télé, c'est pas possible. Hein. Bon, alors on fait un arrêt sur image. Magnéto, Bruno, on y va et on regarde Sébastien Chabal. Voilà, c'est lui. Oh, il fait tout. Oui. Il fait tout gentil, tout mignon. Tout aussi musclé. Il a quand même des avant-bras, c'est Popeye. C'est quand même inimaginable. C'est une force physique très impressionnante. C'est vrai que quand il est arrivé, tout doux, tout calme, c'est ce contraste entre l'image, on en parlait tout à l'heure, entre l'image qu'il a d'œuvre et que la presse veut bien donner de lui, et la vraie personnalité de Sébastien, qui est un type adorable. Moi, ça m'a fait vraiment rigoler. C'est pour ça que j'ai parié qu'il y aurait une Chabal Mania, parce que ce contraste pris par les médias, préfabriqué, c'est ce qui manquait au rugby depuis, c'est vrai, la disparition de Lomou, on va dire, dans le concert international. Et il fallait que le rugby ait une icône. Il y avait eu un petit peu Michalak quand même en 2003. D'ailleurs, on l'avait un peu gonflé avec ça. Ça avait été un peu trop, je trouve, en 2003 en Australie. Oui, mais c'était un peu rugby to rugby. Quoi. Ça concernait que les rugbymen. Je trouve que c'était pas aussi populaire que Sébastien l'a été pendant sa Coupe du Monde. C'est incroyable. Serge ?
Ah oui, non, mais je l'ai dit. Moi, je pense qu'il a dépassé le cadre et le cadre du simple joueur, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et l'exemple qui lui convient tout à fait. L'autre exemple, c'est John Alomu. Où il était doté de ses pouvoirs, et quand tu dis les supporters adverses l'applaudissent, c'est parce que tout le monde attend qu'il fasse quelque chose d'incroyable. Et puis après, c'est ça qui est génial dans la psychologie humaine, c'est qu'il finit par faire des fois des trucs incroyables. C'est-à-dire qu'il rentre aussi dans le rôle, et il y a, pas au dernier match, mais à tous les matchs, à un moment donné, il te faisait un truc. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui se nourrit et qui est assez. La notion de spectacle, elle est très importante dans le rugby. C'est qu'on a la chance en France d'avoir le Stade Français qui fait le spectacle à chaque match. Quand on voit des défilés de danseuses, quand on voit des chars romains remettre le ballon au milieu du terrain, il y a du spectacle aujourd'hui au rugby. Et ça marche bien. C'est vrai que Sébastien amène du spectacle. Abana aussi amène. On dit ça parce qu'on est à Paris. Est-ce que dans le sud-ouest, ou du côté de Toulouse, on juge ça de la même manière? Non, nous, le spectacle est sur le terrain. C'est vrai que l'ange qui venait déposer le ballon au milieu du terrain, je sais plus si c'est contre Biarritz ou contre Toulouse, c'était... Magnifique. C'était les faire rechercher. Les faire chercher, c'était surtout de remplir le stade, et c'est une parfaite réussite. Hein. On peut pas le nier. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, vous n'avez jamais vu l'arbitre vidéo, en vrai, pendant un match. Eh bien, nous, on a des images, Karine. Ah, et des très très belles images. Regardez. Video referee, did you confirm this try? I don't speak English. Je ne parle pas anglais. Désolé. Rendez-vous. Where is the dog? The dog is in the kitchen. Arbitre vidéo, pouvez-vous confirmer l'essai? Oui, je vous confirme l'essai. Je pense même que je vais transformer. Non, il y est pas. Arbitre vidéo, s'il vous plaît, pouvez-vous nous confirmer cet essai? Non, Steven, je n'en peux plus. Ne me quitte pas, Karen. Steven, je suis ta sœur. Quoi, Karen? Arbitre vidéo, pouvez-vous me confirmer l'essai, s'il vous plaît? Écoutez, là, Patrick, c'est pas évident, hein, parce que le... si, en fait, il n'y a pas essai. Non, il n'y a pas essai du tout. Il n'est pas aplati, donc, c'est ça? Si, en fait, j'ai dit une bêtise. Si je regarde bien, il y a essai, hein. C'est... Je peux pas manger de gâteau, j'ai eu diabète. Donc, vous validez l'essai? Tout à fait, je confirme... pardon, non, il n'y a pas essai. Il n'y a pas du tout essai, il y a même un gros en avant. Dis donc, j'ai failli pas le voir. On va aller faire un petit tour sur Internet, parce qu'il s'est passé des choses formidables pendant toute cette Coupe du Monde. On a trouvé 2 séquences qui sont diffusables. Il y en a une première, ça se passe sous la douche, qui est assez fréquente. Notre maman, dans le monde du rugby, on en voit souvent des joueurs sous la douche. Mais là... Je déteste, me regardez pas comme ça. Vous allez voir, sous la douche, ça n'impressionne plus personne, mais quand même, à un certain moment, ça peut être dangereux. Regardez. Será Schrödinger en mi lugar. ¿Qué haría Martín Sansot en mi lugar? ¿Y Pocho la sigue? ¿Y el gringo Herman? Alors, deuxième morceau choisi, là, il s'agit d'une publicité pour un grand hebdomadaire de rugby français. Regardez, là aussi, c'est du caviar. Chez votre marchand de journaux, vous trouvez des magazines de déco avec de la déco. Chez votre marchand de journaux, vous trouvez des magazines de charme. Et maintenant, il y a aussi le rugby, l'hebdo du rugby pro.
Voilà. Je ne vais pas citer le nom du journal parce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais c'est quand même très très beau, non? Alors moi, je me suis amusée. J'ai cherché un peu tous les objets ludiques autour du mondial de rugby, ce qu'on appelle la rugby mania. Attendez, ludique, il faut leur expliquer. C'est ce qui c'est fait pour jouer. Voilà, on va s'amuser en fait. Trop été longtemps dans le foot. Alors là, c'est mon petit coup de cœur. Regardez, le coup de cœur. C'est une bague d'un grand créateur, un grand bijoutier. Regardez, ah oui, alors vous en avez une pour homme et une pour femme. Alors bien sûr, c'est en or massif ou en argent massif. Pour homme aussi? Aussi pour homme. C'est en forme de ballon de rugby. Et il faut savoir que ce n'est pas vendu sur le marché. C'est vendu ce soir aux ventes aux enchères pour une œuvre caritative. Donc j'ai trouvé ça sympa. Donc surtout, n'allez pas au marché demain matin acheter la bague. Ça Vous ne voulez sera les pas voir? vendu. Alors faites attention, il y a un garde du corps qui les attend juste après l'émission. Donc Sébastien, je vous connais un petit peu. Je vous ai déjà vu présenter des objets assez sympas. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Alors après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez. Ben voilà, par exemple, on peut continuer avec le verre. Elle est pas mal. Alors, kitsch, hein? d'après vous, combien on peut mettre de litres de bière dedans? C'est 1 litre. 2 litres, messieurs. Alors, 2 litres. après, on peut ne pas s'étonner quand même de voir qu'il y a 28 millions de litres de Et bière. Fabien avait deviné la contenance. Oui. Hein? À l'œil comme ça. Alors ça, À l'œil. regardez-moi Ça, ce c'est beau, ça. ballon. Attends, je vais mettre le Ça tigre. s'est mangé comme des petits pains. Je vais Et mettre le oui. tigre. Alors, vous vouliez vous amuser avec moi, vous m'écoutez pas, Serge? Ah ben nous oui, mais chauffer, bon. hein. Faites Regardez passer. ce ballon. Faites passer, goûtez. Ça s'est vendu comme des petits pains. C'est du pain, du délicieux. vrai. Il est délicieux. Goûtez-le. On peut pas citer la marque, c'est du pain banana. Alors, c'est vrai. C'est du pain banana. Voilà. Non. Par les Il frères. est très très beau. Par les frères. Voilà. Et c'est pas un âne. Ah, pardon. Alors, c'est vrai. C'est très très beau. Il est délicieux. C'est vrai que ce pain est un peu cher hein, pour le soir. C'est qu'il coûte. Je vais pas y arriver à faire cette chronique. Hein. Il coûte 30 €. Donc il est un peu cher. Mais en revanche, je me suis dit, voilà, pour une soirée. à thème, par exemple, dans 2 Pour le jours, soir de la finale. ça peut être sympa. Hein? Alors, il faut 30 savoir € de aussi. pain. Petite baguette à 30 €. Ben voilà. Tu Alors, fais il le est trou bon, hein. dedans. Un saucisson à l'intérieur. Voilà. Il est super bon. On a le Alors, ballon j'ai quand même une petite info par rapport à ça. C'est que c'est exactement la taille du ballon officiel du rugby. Regardez Fabien. Exactement. Allez, Ouais, fais gaffe, c'est du lourd. lancer. Ah, c'est un peu lourd, hein. Mais il est délicieux. Voilà, la musique maintenant. Alors, tout le monde connaît les porte-clés musicaux, mais est-ce que vous avez déjà vu aux couleurs de l'équipe de France et aux couleurs des All Blacks? Non. Eh ben voilà, c'est quoi une première. musicaux? Qu'est-ce que ça coûte fait? 6 €. Eh ben Eh voilà, ben regardez. écoute. On fait le haka. On fait le haka Allez. d'abord. Sympa. Oh, c'est bien Alors, ça. voilà, ça coûte 6 €. Alors d'après vous, lequel a été le premier en rupture de stock? La Marseillaise? Les blacks. Le haka. Les blacks. Exactement, le haka. Attendez, on va mettre le Marseillaise. Ah, mais on va être obligé encore de se lever parce que Roger, à chaque fois qu'il le met, il nous demandait pendant la préparation de l'émission de se lever. Qui a cassé la Marseillaise? Ah bah oui, mais vous l'avez trop mis en fait. Fais-moi le président. Voilà. Ah, je me lève, c'est la Marseillaise, n'est-ce pas? Eh ben c'est dans la boutique officielle du rugby. Voilà. Exactement. On va dire au revoir à Fabrice Landreau parce que c'est la mi-temps. Tu as fait une bonne mi-temps. Il a fait une bonne première mi-temps, mais on va quand même le temps pour nous de parler de la mode rugby qui est arrivée en France en 1987, Karine. Tout et à c'est fait. Franck Ménel qui est à l'origine de cette bonne idée, on va dire. Tout à fait. En fait, on va retrouver nos 2 drôles de dames qui sont allées tester pour voir si la mode rugby allait à tout le monde. Alors justement, allons-y. Le succès du rugby explose tout sur son passage. L'audimat avec des pointes à 17 millions de spectateurs, le CAC avec des retombées économiques attendues à 8 milliards. Les marques d'habillement rugby se frottent les mains. Leur réussite dépasse maintenant le cadre de la mode homme pour s'étendre à celle des femmes et même des enfants. Les ingrédients du succès tiennent en quelques mots des vêtements décontractés, confortables et surtout très ludiques. Mais si le rugby est à la mode, comment cette mode s'incarne dans la rue? Enquête en images. Bonjour monsieur, alors vous portez ce petit casque, c'est tous les jours? Oui, je porte ce casque tous les jours. Il est très fashion, très tendance. Je me sens vraiment bien dans ce genre de casque. C'est top.
Et avec les femmes, vous remportez un franc succès? C'est pas immédiat, il faut que ça s'intègre un petit peu plus, mais ça devrait pas tarder. Chabalisation, la chabalmania, c'est l'enfer. Alors, vous supportez donc le rugby? Oui, tout à fait, j'en fais. Ah, vous en faites? Et alors, qu'est-ce que c'est que ce look? C'est la chabalmania. Bonsoir. Donc le vrai chabal, vous chabalisez tous les jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du style? J'adore le rugby. J'adore le rugby. Donc je me balade comme ça depuis le début de la Coupe du Monde 2007. Et donc voilà. Et vous remportez un franc succès auprès des hommes de cette manière? Regardez le sourire que j'ai. Mais j'aime la mode rugby. Et si vous n'aimez pas la mode rugby? C'est tout simplement parce que vous n'avez pas le corps du Michalak, hein. Mais oui, jaloux. Et gris. Mais non. Franck Ménel est parmi nous. Fabrice Landreau est parti reprendre en main les joueurs du Stade français. Franck, champion de France en nœud papillon, avec le Racing, 56 fois sélectionné. 56 fois, oui. Ouais. Bonsoir Roger. Bonsoir avec tout le monde. l'équipe de France. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Messieurs, vous avez devant vous un grand chelem, un demi-finaliste de la Coupe du Monde en 1995. Quelle belle troisième mi-temps. Hein, après la match pour la troisième place avec les Anglais. Franck Ménel, la légende, le gentleman, les plus grosses cuisses du rugby français sans jamais avoir fait de musculature. Né à Neuilly, futur architecte qui a mal tourné, de rugbyman il est devenu couturier. Ça vous va comme présentation ou... C'est trop exactement ça. Oui, élogieux. Oui, en fait, en gros, j'ai raté mes études d'archi, quoi. C'est ce que m'ont dit certains de vos anciens copains étudiants. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Alors, on s'est tous mis au polo rugby en 1987 à peu près. Ouais, enfin moi, on va pas dire que nous avons été les premiers, parce que je suis pas seul dans cette aventure. Hein. À l'origine, nous sommes 5 joueurs, et notamment Éric Blanc, avec lequel on a eu cette idée à la base. Mais c'est vrai que le rugby est très graphique. Il y a des codes essentiels de la rayure, la fameuse rayure rugby. Chaque club est rattaché historiquement à des couleurs, bègles. À l'époque, c'était des carreaux. Vous avez cette rayure, vous avez des différents découpages, des coupés cousus. Enfin, il y a vraiment une richesse terrible et des codes qui nous identifient. Et comme nous aimons bien en rugby raconter les histoires, il y a vraiment... Il suffit de puiser dans l'histoire, dans l'historique pour... Alors, il y a eu un pic d'audience, j'allais dire, un pic de vente. Hein, certainement, ça a beaucoup marché. Après, j'ai eu l'impression qu'on voyait un petit peu moins de polo de rugby. Est-ce qu'avec des événements comme la Coupe du Monde, ça va revigorer un petit peu les ventes ? Faut demander au publicitaire qui est à ma gauche, mais je pense que le soufflet ne retombera pas. Je pense que le rugby manquait un peu de notoriété, le foot ayant les principales parts. Le soufflet risque peut-être un petit peu de retomber, mais pas tant que ça, parce que il est encore truffé de valeurs, ce sport. Il est encore. Franck, vous avez porté vous les polos? Ça va pas être facile, hein, Franck. Oui. Il y a un seul poids, moi il n'y en a pas. Hein. Censé. Frankie Boy. Évidemment, qui n'a pas porté un Eden Park. Nous, on joue au rugby, parce qu'il est de Neuilly, moi aussi. On a créé le rugby club de Neuilly en 87. Une ville où il n'y a pas de terrain. Donc c'était, je me rappelle, assez hallucinant. C'était la seule ville où il n'y avait pas de terrain. On s'entraînait à l'île de la Jatte. Et je me rappelle, on n'avait même pas de maillot. Les premiers maillots avec lesquels on a joué, chacun avait des maillots Eden Park, les tout premiers qui étaient sortis. On jouait avec en polo. Et puis après, on a eu nos vrais maillots. Mais Eden Park, je ne connais pas un rugbyman qui n'a pas au moins un polo de rugby ou un costume, parce que maintenant la gamme est vraiment large. Mais quand vous parliez tout à l'heure qu'Eden Park, à un moment, vendez-moi, c'est pas ça. Je pense qu'il y avait tout simplement la concurrence qui est arrivée. Je ne parlais pas uniquement de la marque, je parlais d'un ensemble de... Ils étaient les seuls, et c'est eux qui ont créé la mode. C'est eux qui ont créé cette mode, mais c'est même plus qu'une mode, puisque une mode, en général, ça a tendance à s'éteindre. Ils ont créé une tendance. Et la tendance a créé tout simplement des concurrents. Il y a eu une concurrence. Serge Blanco est arrivé avec 15 et d'autres marques sont arrivées. Donc évidemment, le gâteau qui était leur, ils ont dû le partager un petit peu. Mais je trouve que c'est formidable. Pourquoi ? Parce que si ça crée la concurrence, ça veut dire que c'est une tendance lourde et que Eden Park aura longue vie. On va revenir à la compétition maintenant et plus particulièrement au cas de l'équipe de France. Lundi, Bernard Laporte, on ne l'appellera plus Bernard mais Monsieur le Ministre. Parce qu'un secrétaire d'État, on l'appelle Monsieur le Ministre. Et dans quelques heures maintenant, ce sera la petite finale contre les Argentins. Est-ce que perdre en demi-finale est une contre-performance ? Est-ce qu'à l'inverse, arriver en demi-finale n'est pas déjà un bon résultat ?
En tous les cas, pour la France, l'élimination avant la finale a pris des allures de catastrophe, car c'était peut-être l'occasion ou jamais de gagner cette Coupe du Monde. Alors, comment la France en est arrivée à se faire sortir de la compétition après avoir battu la meilleure équipe du monde, autrement dit les All Blacks, Thomas Desson va nous rafraîchir la mémoire. Terre repetita. Après l'essai du bout du monde de Blanco en 87, le vieux chêne de 99 est redevenu feuillu à Cardiff pour le 3e exploit du rugby français. L'arbre n'a fait que cacher la forêt de maladresse. Lessivés, les Bleus n'ont pas su rééditer. Parti à 30, c'est même le 31e homme remplaçant d'Elvis Vermeulen, Thierry du Sautoir, qui a été encensé. Allez Vincent Clerc, allez! Laissez le Thierry du Sautoir! Laissez le Thierry du Sautoir! L'éloge le lendemain n'a pas été pour son essai, mais pour sa défense, avec 39 plaquages contre les Blacks. Défense, 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 d'une vaillance inaltérable contre les grands favoris. Oublions l'excuse du côté latin, où ce manque de flegme bien britannique, les Français étaient usés avant d'affronter la Rose. Betsen encore groggy, Yannick Josion quasi borgne, et Traille vidé, qui a traîné l'essai de Lucy comme un boulet. Le staff de l'équipe de France a fait le choix de reconduire les mêmes 22, quand d'autres joueurs de même qualité s'y seraient tout autant attelés. Non, les joueurs ne se sont pas reposés sur leur laurier, mais plus lucides n'auraient-ils pas regardé sur les extérieurs pour faire vivre des 3 contre 1, voire bien davantage. Même si dans son registre, la Faucille a été une nouvelle fois exemplaire dans le découpage. Quel futur pour le rugby français? Faire des petits tas et donner des coups de pied, c'est plaisant pour les enfants, mais ce n'est pas ainsi que nos mini-poussins goûtent à l'Ovalie en école de rugby. Plus proche de nous, la France reste la seule nation du Big Five qui n'ait pas brandi le trophée. En 2011, direction la Nouvelle-Zélande, un tantinet revancharde. Alors, les questions qu'on a posées après la défaite contre l'Angleterre, c'est fallait-il reconduire intégralement l'équipe qui avait joué contre les Blacks? N'était-ce pas prendre des risques d'utiliser des joueurs qui avaient quand même souffert contre une équipe de bestiaux durs à mener quand même, non, Serge? Écoute, tu veux une réponse franche? Ouais. Je m'en fous. Je pense que c'est des mauvaises questions. C'est des mauvaises questions. Je te remercie de me l'avoir posé. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est des mauvaises questions. Parce que ce match, tu le perds sur des détails, comme tu peux le gagner sur des détails, parce que c'est 2 équipes qui se valent à ce moment-là de la compétition. 5 minutes avant le coup de sifflet final, on est en finale. Peut-être que 5 minutes après, tu es en finale. Il y a 10 000 détails qui font qu'on aurait pu l'être. Il y a 10 000 détails qui font qu'on n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une équipe, moi je crois, hein, très sincèrement, je le dis à Fabien, on n'avait pas une équipe qui aujourd'hui pouvait prétendre à mettre 30 pions aux Anglais. On est à notre niveau, on est à notre parcours et on peut aller en finale. Et on peut être champion du monde avec cette équipe, il n'y a aucun problème. Et est-ce que la légende, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Parce que c'est The Legend en anglais. Moi, je pense que j'ai encore trop les pieds dedans, sans être, comme on dit constamment, qualifié comme un mec consensuel qui n'ose pas s'engager. Et tu te fais du mal. Je me fais du mal, je me flagelle un peu. Mais je suis un peu comme Serge, je m'en fous, quoi. Je sais, on sait avec Serge à quel point tout est lié à des petits riens, à des petits plus. Avec un tout petit peu de plus de quelque chose, le pari était bon. On décide de reconduire l'équipe qui bat les All Blacks. C'est un choix respectable. On met le paquet sur l'affectif. On se dit finalement sur le plan de la forme, on pourrait se poser la question, mais voilà. Ça, ils l'ont décidé à l'intérieur. Raphaël, Fabien, le staff, ils ont décidé cette tactique-là. Et ensuite, ça se joue un poil de rien du tout près. Si ça gagne, ça passe, c'est merveilleux. Et peut-être qu'on y pense, peut-être qu'on affine, peut-être qu'on regarde comment on va jouer les Sudaf. Mais voilà, il ne faut pas remettre en cause tout le rugby français. J'ai entendu parler de plan de jeu, de machin, de stratégie. J'entends le gars qui dit fallait jouer le 3 contre 1 à gauche, machin. C'est chaud, quoi. Enfin, c'est pas facile à ce niveau-là. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Mais remettre en cause tout le rugby français... Vous permettez qu'on fasse parler de Céline un petit moment? Parce que d'abord, elle connaît bien le rugby. Yes. Elle connaît bien le jeu. Elle apprécie beaucoup. Et je voudrais savoir comment elle a vécu cette... Bon, ça a dû être plus dur pour elle, cette Coupe du Monde, parce que Rémi n'a pas beaucoup joué. Beaucoup d'affect, ouais. Alors, c'est vrai que dur, hein. Là, vous me posez une question d'un point de vue personnel. Je sais que les rugbyman ont peu l'habitude de parler d'eux. Ils parlent toujours du collectif. Mais bon, moi, je vais le faire pour lui. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, de travail pour participer à une Coupe du Monde. Ça fait 2 ans que Rémi disait même que c'était son projet de vie. Donc il y a beaucoup d'anxiété, à savoir, on pense à la blessure, à la contre-performance.
Est-ce qu'on va être sélectionné? On est sélectionné, et puis en fait, on pense que c'est la concrétisation, et ce n'est que le début, puisque ça reste qu'un sport, et j'ai pu m'apercevoir que 80 minutes de rugby peuvent mettre au tapis des années de travail. Ça a été peut-être même une interception seulement. Voilà, exactement. Donc c'est ce qui a été un petit peu difficile, c'est que, il faut dire que Rémi a beaucoup de concurrence à son poste. C'est vrai. Donc il y a peut-être une tolérance zéro qu'il n'y a pas forcément à d'autres postes. Et puis il y a des joueurs talentueux. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il se trouve que son concurrent direct a su saisir sa chance et a enchaîné les grosses performances. Donc il n'y a aucune illogique. Enfin, c'est vraiment pas illogique. Maintenant, d'un point de vue personnel, pour Rémi, c'est très dur. C'est effectivement très dur parce que... On a tous vécu. Parce que j'ai vu... oui, à des échelles différentes, mais... C'est sûr. Mais j'ai vu la transformation, les efforts consentis. Un bloc. Et voilà, il raisonnait Coupe du Monde. C'est des sacrifices familiaux, à pas partir en vacances pour se préparer. Et puis, finalement, ce qui est dur, c'est qu'on se dit que... Voilà, il a suffi d'une passe interceptée. Il n'y aurait pas eu essai derrière. On n'aurait pas perdu avec un écart de 5 points. Je suis sûre qu'on n'en aurait pas tenu rigueur. Bon, là, malheureusement, le scénario pour lui est pas terrible, quoi. Personne ne lui a reproché à Rémi d'avoir... Pas directement, mais finalement, mais la sanction est là. Au final, c'est pas ça. Enfin, moi, on l'a pas vécu comme ça. Les choses, on les a pas vécues comme ça. Rémi joue le premier match, il fait cette erreur. Personne ne lui en a voulu. Ça arrive de faire une erreur sur l'intérêt. Deuxième match, il n'est pas aligné. C'était pas une sanction, il y avait le groupe qui tournait et les concurrents étaient bons aussi. Et à un moment, il a fallu faire le choix pour faire les gros matchs. On va retrouver dans la petite finale, dans la consolante, comme dirait Bernard Laporte, on va retrouver l'Argentine pour la 3e place. Les Argentins qui nous ont quand même fait beaucoup de mal lors du premier tour, on va dire. Ça va quoi? Ça va avoir l'air de quoi? D'un match de revanche? La petite finale, parce que il est bien placé pour savoir comment. Généralement, le match pour la 3e place, sauf contre les Anglais, mais là, ça va. Ça aura un parfait différent, parce qu'en plus de l'esprit de revanche qu'on va avoir forcément, parce qu'on a loupé notre match contre les Argentins, même si c'est une très bonne équipe, on se devait de produire autre chose. Je ne sais pas si on aurait gagné en produisant un rugby différent, mais en tout cas, on se devait de produire autre chose. Mais en plus de ça, il y a quand même l'engouement qu'a suscité cette Coupe du Monde et l'effervescence surtout qu'il y a eu après le match des Blacks. Je crois que l'effervescence, elle n'est pas retombée. Les gens, pour être sortis un petit peu cette semaine dans la rue, ils sont encore là, ils y pensent à ce match de la 3e place. Pour eux, la Coupe du Monde, elle n'est pas terminée. Je suis d'accord sur l'objectif, c'est pas d'être 3e, l'objectif c'est de finir la tête haute. On est chez nous, on est en France, ça s'appelle France 2007, et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre 3 défaites pendant cette Coupe du Monde. C'est impossible. Bien. Eh bien, on va oublier l'équipe de France pour un petit moment, et on va parler des héros de cette soirée, les 2 équipes finalistes, les Anglais et les Sud-Africains. Voyons maintenant donc les forces, et si tant est qu'il y en ait, les faiblesses des Anglais. Tiens, comment on se retrouve pour un remake de la finale 95? Anesthésiés dès les matchs de poule par un cinglant 36-0 contre leurs futurs rivaux, le monde de l'Ovalie voyait déjà les Anglais mis au tapis. Serait-ce par les Samoans ou forcés de jouer un match coup près contre les Tongiens pour une place en phase finale? Sans ressort, les Anglais sont finalement sortis de la torpeur pour un énorme baroud d'honneur. Sauvé par la reine? Non, par son roi, Johnny Wilkinson. Puni, meurtri dans sa chair par les blessures depuis 3 ans, l'ouvreur de Newcastle est revenu avec une fin inachevée et une précision d'orfèvre. 22 des 44 points contre les Samoans, au rendez-vous du match féroce contre les Tonga. Wilkinson a taillé le gazon sous le pied des Australiens pour coiffer les Wallabies à même le scalp 12-10, devenant ainsi le meilleur marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, Wilco est la puissance de feu du 15 de la Rose, un canonnier sans faille dans le crunch time. Une erreur sur son mauvais pied pour une addition encore plus salée. Sur son pied gauche, le métronome ne se trompe pas. Côté force, sorti de sa retraite au début de l'année, Jason Robinson, joueur formé à 13, possède des appuis dévastateurs qui font encore de lui à 33 ans le meilleur au poste d'arrière.
Ensuite, la tradition anglaise est et restera la culture des gros, mise au service du pick and go. Ramasse et repètera. Technique rugbystique d'outre-Manche si peu esthétique pour nous autres dans l'Hexagone que les Français n'ont pas même daigné lui trouver une traduction. Elle reste d'une efficacité redoutable. Un pied gauche et des tas de tas. L'Angleterre a montré de grosses lacunes et une incapacité à créer contre les Sud-Africains pour le premier test. Vieillissantes, les lignes arrière sont à bout de souffle sur les extérieurs. Mike Cat, en premier centre, offre une autre belle solution au pied en 10 bis. Mais ces 36 printemps semblent parfois le trop vécu. Toby Flood, Matthew Tate incarnent la jeunesse dorée qui s'ennuie trop souvent dans un jeu stéréotypé, avec pour objectif d'endormir ses adversaires jusqu'au clutch, au dernier coup d'embrayage final, pour nous refaire le coup de 2003 sur un coup de pied tombé de Wilco, le héros. Alors, Afrique du Sud, Angleterre, c'est quand même une belle affiche. Opposition de style, oui. Une position de style, j'ai peur que la puissance anglaise fasse parler d'elle. J'ai peur que ce match soit un peu sclérosé parce que les Anglais risquent de les bouffer devant. Et je ne sais pas si les Sud-Africains, qu'on a vu un peu virevoltants, mais qui ont pas mal joué en contre, j'ai peur que ces Sudaf subissent un peu la loi anglaise. Moi. J'aimerais continuer à voir jouer les Sudaf, mais je les sens capables. D'abord parce que je suis vexé que les Anglais nous aient battus, donc qu'ils aillent au bout de leur idée, quoi. Mais le jeu Sudaf est impressionnant, mais c'est un jeu de contre. Pour moi, c'est un jeu de contre. Mais j'ai été super charmé par notamment un joueur, enfin plusieurs, mais notamment Stein au centre, qui réussit tout ce qu'il veut. Et voilà, autant qu'Abana, mais Stein, c'est chouette parce que c'est un nouveau symbole pour l'Afrique du Sud qu'on mettait toujours dans la catégorie des gros bourrins. Et là, ils ont une équipe qui potentiellement. C'est un créateur. C'est un vrai créateur, Stein. Il joue devant 10, 12. Encore des gros bouchers. Ah oui, devant, oui. Alors justement, devant, quand on a vu les avants anglais faire beaucoup de mal aux Australiens, faire beaucoup de mal aux Français, qu'est-ce que ça peut donner devant les Sud-Africains ? Moi, je pense que l'Afrique du Sud va gagner. Mais c'est vrai qu'ils n'auront pas un match facile. Ils n'auront pas un match facile parce que les Anglais, comme on a dit, quand il y a un objectif très précis, ils savent le tenir et rester sur cet objectif. Et là, l'objectif, ça va être quand même de contrer ces Sudaf devant. Je crois qu'ils vont les tambouler en mêlée. Peut-être. Qui va tambouler qui ? Les Anglais, ils vont catapulter les Sud-Africains en mêlée. Et comme dit Franck, évidemment, les Sud-Africains jouent bien, mais ils jouent surtout en contre les Argentins. Les Anglais vont faire un match, je crois, parfait, point de vue stratégique. Ils vont faire leur putain de jeu. Enfin, moi, j'ai une admiration. Et l'impact en mêlée et tout ce que ça fait peser après sur le rugby, alors on va pas rentrer en technique, mais c'est très important la mêlée, c'est psychologiquement, physiquement, stratégiquement, tout est en avançant, tout est en reculant, c'est très important. La puissance de la mêlée anglaise aujourd'hui, avec un mec qui s'appelle Sheridan et qui est peut-être une star du rugby à venir, mais qui était deuxième ligne, là, je pense qu'il va peut-être gagner la Coupe du Monde à lui tout seul, ce type, plus que Wilkinson. Bien. Eh bien, écoutez, on va voir les forces, et si tant est qu'il y en ait également, les faiblesses des Springboks. Ont-ils vraiment des points faibles ? La réponse avec Thomas Desson. Sur un terrain moins semé d'embûches que d'autres favoris, mais avec la sérénité sans l'arrogance des All Blacks, les Springboks ont su garder le cap. L'Afrique du Sud a fortifié son bel espoir, sa bonne espérance de renouveler l'exploit de Johannesburg pour tenter de glaner un deuxième titre de champion du monde. La force des grandes équipes réside dans leur ossature au poste charnière. La colonne vertébrale des géants verts est hors pair. Solide de la tête, avec au poste de talonneur John Smith, le capitaine. Dans la veine de Martin Johnson pour l'Angleterre en 2003, à 117 kg, le colosse est solide en mêlée et le plus habile lanceur en touche de ce mondial. Sa main ne tremble pas. Des reins d'acier avec Fourie Dupré. Déjà exceptionnel face à l'Angleterre, il était l'instigateur des 3 essais Springboks et s'est mué en finisseur contre l'Argentine. Enfin, des jambes bien ancrées au sol. À l'arrière, Percy Montgomery, l'homme le plus capé du rugby sud-africain, fêtera sa 94e sélection. Percy est sans merci au coup de pied de pénalité, encore un 100% contre l'Argentine et 17 points offerts à son équipe. L'Angleterre dispose de Shaw et Kay en preneur de balle. Avec Bakis Botha et Victor Matfield, le duel sera de poids et de haute altitude. Le morphotype moyen d'un avant sud-africain est sans précédent
1m94 pour 115 kg. Mais c'est sur les extérieurs que l'attention est requise. Bryan Habana vient d'égaler avec 8 essais marqués, le record de Jonah Lomu. Homme le plus en vue pour le trophée du joueur de l'année, Habana garde une page légitime dans son journal intime pour l'épilogue du 20 octobre. Attention tout de même, monstre offensif, JP Petersen et Bryan Habana le sont moins dans le secteur défensif. Le Guépard a trouvé son maître dans le cadrage débordement avec l'Américain Takuza Guanya. En quart de finale, à 20-20, ils ont sauvé les meubles d'une petite main contre les Fidjiens. Friable au large, Jake White se fronce-t-il vraiment les sourcils? Pas certain, face à des Anglais qui raffolent de jouer au prêt. Tombé dans l'excès de confiance, un facteur préjudiciable. Le premier KO 36-0 lors des matchs de poule est arrivé trop vite. Et cette fois, Wilkinson est là. Un pronostic avant cette grande finale qu'on va vivre devant nos écrans de télévision, ou peut-être même au Stade de France. Afrique du Sud, Angleterre. Céline. Je dirais 24-12 pour l'Afrique du Sud. Oh là, il nous donne le score. Non, je donne une équipe 24-12 pour l'Afrique du Sud. Vous notez en régie, s'il vous plaît. Pour des Pink Floyd ou quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est un pari. C'est un pari comme ça. Il y a une bise de Karine. Frankie goes to Hollywood. Je crains terriblement les Anglais, j'espère les Sudaf. Ouais, je suis en réponse. C'est marrant, hein. Il a bien. Ça, c'est Franck Médel. Et surtout, et on sent vraiment la vieille haine de l'anglais qu'il faut bouter hors de France. Ouais. Hein. Franck Tapiro. Même si donc pas de... Non, je m'en fous, 10 essais. 10 essais. Je veux des essais partout. Des essais. Des essais, de la pub, quoi. Voilà. La bonne pub pour le rugby. Moi, j'avais parié la France au début du tournoi, je me suis planté, alors je vais essayer de me rattraper. L'Afrique du Sud, je pense que ça a été quand même une des équipes les plus impressionnantes. Ils ont peut-être battu les Anglais 36-0, mais parce que c'est les Anglais, je pense que les Anglais vont gagner, allez, 17-15. Bon. Entièrement d'accord. D'accord. J'ai une grande admiration avec l'Angleterre et je pense que cette équipe va être très très intelligente et elle va gagner. Oui. Moi j'ai 20 pour montrer que ça va être peut très, attendre très du spectacle ou... très peu. Bah, oui. Ah bah, un spectacle Pardon quand même. C'est pas possible. Attendez, parce que... Ah, c'est bien, c'est bon ça. Là, j'aimerais quand même avoir l'avis de Fabien Pelouse, qui est en train de nous dire ils sont fous, ces mecs. Pourquoi ils sont fous? Parce que je pense que les Sudaf ils sont aussi au-dessus. Tu mets un petit billet? Je mets un petit billet. Allez. Un petit billet. Même un gros. Alors, on va prendre l'avis d'un vrai spécialiste qui est parmi nous, Sébastien Follin. Je vais suivre l'avis de Fabien, d'autant que je traîne ma peine depuis le match de samedi soir. J'ai pas envie d'en reprendre encore pour une semaine, donc je dis Afrique du Sud. Voilà, nous ne pouvons pas ne pas évoquer tout ce qui a fait le bonheur de cette Coupe du Monde sur les terrains, dans les tribunes, devant nos écrans. Il y a eu les Brésiliens du rugby, on peut penser aux Fidjiens par exemple, aux Portugais, enfin à tous les coups de cœur que nous avons eus et parfois les couacs que nous avons vécus. Donc voici un florilège avec toujours Thomas. Florilège. La coqueluche de ce mondial, c'est le Portugal. Avocats, médecins ou notaires, ces amateurs ont pris sur leur temps de travail pour vivre leurs rêves. Peur pour leur intégrité physique, les loups ont taraudé jusqu'à marquer un essai dans chacune de leurs rencontres. Aka par-ci, aka par-là, le kamaté du Sipitao tonguien au Civitao samoan, le chant des guerriers a passionné le monde entier et fait danser les gamins de 7 à 77 ans. Mais de toutes les îles du Pacifique, ce sont les Fidji à qui on dit oui. Les rois du rugby à 7, capables de créer à n'importe quel coin du terrain, ont offert un festival offensif contre le Japon pour une victoire 35-31. Plus polissés, ils ont sorti le 15 du Poireau par la toute petite porte 38-34 pour s'offrir un premier quart de finale depuis 1987 et mis l'IRB au fort accent gallois dans ses petits souliers.
Emmenés par leur demi de mêlée Moses Raolani, ils ont fait vaciller les finalistes sud-africains. JP Pietersen plus malin que le deuxième ligne Rawaka pour sauver les siens d'un réel affront. L'Argentine, c'est l'émotion. Ledesma, Roncero, Celso, le cœur de ces gros bonhommes s'embrase pendant l'hymne Libertad. Ce sont les tripes qui parlent. Les Pumas ont d'entrée cassé le jouet des Français, mais avec une telle rage d'avancer, une telle générosité, qu'une fois leur parcours lancé, toute la France s'est ralliée derrière les Albicélestés, avec l'espoir de voir les joueurs de notre championnat aller jusqu'en finale. Meilleure défense avec seulement 46 points encaissés dans le dernier quatuor, ils en ont finalement pris 37 contre les Box. Ils gardent cependant la palme des plus belles supportrices. Muchas gracias, Argentina. Comme le soleil du drapeau argentin, tout ne nous a pas donné le sourire. Finale du championnat de France 85, Stade Toulousain, RC Toulon. Non, il s'agit de Canada-Japon 22 ans plus tard. Le rouge, le noir, allez savoir à qui appartient ce bras dans le regroupement. Et que dire d'Écosse, Nouvelle-Zélande, encore plus médiatisée. Déjà que le ciel d'Édimbourg n'est pas très bleu, ça fait beaucoup de gris. Les instances de l'IRB se sont réveillées pour les quarts de finale et la France a pu conserver son bleu nuit face à des Blacks à qui on a volé la peau. Bien, messieurs, mademoiselle, on va vous demander maintenant vos coups de cœur et peut-être vos coups de gueule après cette Coupe du Monde. On va commencer par le plus capé d'entre nous, le capitaine. Ben, le coup de cœur pour l'engouement du public pour cette Coupe du Monde, pour ce que ça a mené au rugby, en fait, tout simplement. Petit couac, rien? Non? Vous ne gardez que l'idée positive de cette belle fête? Petit couac peut-être sur le jeu proposé. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont joué un rugby stratégique avec beaucoup d'occupation. Peut-être qu'on aurait pu avoir plus ambition. Certaines équipes auraient pu avoir plus ambition. Un jeu plus séduisant pour l'énorme public qui a regardé toute cette Coupe du Monde, nous en parlant notamment des Anglais, c'est vrai qu'ils ont eu un jeu assez restrictif jusqu'à présent et peut-être qu'en finale ils vont se lâcher, mais ça m'étonnerait. Sébastien? Hors catégorie, bien sûr, France All Black à Cardiff. Là, bien sûr. La passe au pied de Michalak à Vincent Clerc contre l'Irlande, ça c'est quand même juste un éclair de génie au milieu d'un match qui était dur et crispant. Et puis Fidji-Japon, à Toulouse, un match. Là, pour le coup, il y a eu du jeu, je sais plus, 34 à 31, enfin, voilà. Donc, pas de coup de gueule, que des coups de cœur. D'accord. Mon petit Serge Jeunet. Mon petit Roger, deux coups de cœur. Le premier, c'est ce qui a certainement aidé au succès de cette Coupe du Monde en termes de valeur, notoriété, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les haies d'honneur des joueurs après le match, qui est un truc assez familier pour nous, qui se fait, d'ailleurs, on dit assez familier, dans le championnat pro, ça se faisait plus trop, et on parle de le remettre. Les gens pensaient que ça faisait partie du protocole, c'était absolument pas le protocole, et je pense que beaucoup de gens étaient super séduits par cette idée du combat guerrier, valeureux, même Afrique du Sud, Argentine qui finit comme un Lavalette Carqueran des années 80. C'est vrai, à un moment donné, ça part en sucette, là, ça va être général sur la cendrée, le drapeau de touche sur la tête et tout. Coup de sifflet. Coup de sifflet final. Coup de sifflet final. Accolade. Et ça, je trouve que un sentiment qu'on a peut-être tous eu, en tout cas moi je l'ai eu, les anciens, c'est fier d'en être, quoi. Tu vois, quand les gens se disent putain, c'est fabuleux votre truc, mais j'en suis. D'appartenir à la famille. Céline? Coup de cœur, j'ai envie de dire ce qu'ont proposé les nations dites mineures, comme la Géorgie. J'ai suivi leur match face aux Irlandais. Ouais. Voilà, j'étais à fond derrière eux, même si le résultat pouvait aider les Français. Indépendamment de ça, je les ai trouvés très... Petit coup de cœur pour le petit pousset de... Voilà, de et puis même le quart de finale du Fidji. J'ai trouvé que les Sud-Africains... toute la semaine qui précédait le match, parlaient du match comme une formalité. Et ils ont réussi à faire douter, pas longtemps, mais quand même les Sud-Africains. Franck, au niveau de l'organisation, tiens, on n'a pas dit un mot de l'organisation. Il n'y a pas eu de... Si, il y a eu une histoire de maillot gris et blanc. Quand on ne dit rien, c'est que ça s'est bien passé. Ouais. Il y a eu l'histoire du maillot gris et blanc. Mais comme le dit Fabien, il faut vraiment retenir l'organisation globale et pas simplement
la mondanité parisienne des phases finales, mais tout ce qui s'est passé en province, la formidable ambiance. Quand on est remonté de Toulouse, on s'est dit s'il pouvait y avoir cette ambiance au Stade de France, ça serait merveilleux. Donc l'organisation top. Et puis je suis d'accord un peu avec tout le monde pour rendre vraiment hommage à ces petites équipes qui en cachent d'autres, parce qu'il y a l'équipe de la Réunion. Moi j'ai eu l'occasion de croiser Christian Andrietsi-Lavo de Madagascar. Je relis le nom que je ne connais pas encore, mais il y a des tas de petites équipes dans le monde qui jouent. À Tana, il y a 200 équipes qui jouent dans les townships, et ça reste une publicité extraordinaire faite par cette Coupe du Monde pour tout ce rugby qui sert l'éducation, qui sert ce qu'on aime foncièrement. Et puis pour revenir sur le rugby, techniquement, une passe de Stein au moment où il tombe, comme un petit clin d'œil pour montrer que peut-être il y a encore plein de solutions pour ce rugby moderne et qu'il ne faut pas imaginer une seconde qui sera restrictif. Il y a encore des possibilités extraordinaires sur la vitesse de course, sur la précision de passe. Les Japonais, tout petits, mais très rapides et très précis, peuvent nous montrer parfois l'exemple d'un rugby où ils sont au bout de leur capacité physique et ils vont encore chercher des solutions. Donc ne pensons pas que ce rugby va se scléroser, et imaginons surtout qu'il y ait plein de solutions encore. Franck Lapiro. Ce qui m'a vraiment plu dans cette Coupe du Monde, c'est de voir que pendant les autres Coupes du Monde, il y avait 2-3 équipes vraiment favorites qui étaient largement loin devant tout le monde. Et là, on a vu que ça se nivelle un peu plus et c'est bien pour tout le monde. Alors, j'apprends que pour la prochaine Coupe du Monde, on veut réduire le nombre d'équipes. Je pense que c'est exactement l'inverse. Il faut au contraire augmenter le nombre d'équipes, avoir plus de participants, parce que de voir le Portugal mettre un essai de pilier d'avant sur un môle à 15 mètres de la ligne des Blacks et mettre un pilier d'avant face aux All Blacks, même s'ils perdent de 125 points, c'est pas le problème. On retiendra quoi? Que le positif, c'est cet essai. Deuxième image fabuleuse, évidemment, le haka avec la France en bleu, blanc, rouge devant. Ça, dans 20 ans, on en reparlera encore. C'est des images qui... On parlait de The Legend, mais c'est des images qui resteront dans la légende de la Coupe du Monde. L'organisation, oui, il y a un petit coup de gueule quand même. Le prix des places. Personnellement, moi je l'ai partagé avec des amis à la maison avec une bonne bouffe, et c'était génial. Voilà. C'est vrai que c'est souvent l'occasion de faire de belles fêtes chez soi. Alors peut-on imaginer, justement à propos de fêtes, peut-on imaginer une finale de la Coupe du Monde de rugby, ou de n'importe quel match d'ailleurs, sans parler de la troisième mi-temps qui fait de ce sport une espèce de fête pleine d'amitié. Et à Paris, ça se passe dans une rue qui a été surnommée par l'un de nos confrères qui s'appelle Jean Cormier. C'est la rue Princesse. Et il a surnommé cette rue la rue de la soif, Karine. Exactement. Et oui, qui dit rugby dit troisième mi-temps. Tout le monde a fait la fête ce soir-là, rue de la soif. Faut dire que la rue portait bien son nom. Regardez, on retrouve tout de suite Enora et Julie. Cette sueur, cette mêlée, ces corps qui s'agitent. Mais il n'y a pas que sur le terrain qu'on fait la fête, mais aussi dans la rue où il règne une ambiance de folie. Et tout de suite, Enora est en train de se chauffer. Attention, ça défonce. Comment vous allez fêter la finale? Ah bah moi, je vais me mettre à poil. Je vais me mettre tout nu, je vais faire 3 fois l'aller-retour dans la rue là. C'est prier, le lever du coude. Oh là là, oh là là, oh là là. La nuit blanche. On se maquille, on a des chapeaux, on crie, mais c'est tout quoi. Le cri du supporter français. Ouais. J'intériorise moi, je suis pas trop expansif. Vive les All Blacks! Allez les Bleus! Pumas! C'est une bonne ambiance ça. Et pourquoi à ton avis il n'y a pas de hooligans dans le rugby? C'est une bonne question, parce que le rugby c'est plus familial, c'est amical, il y a moins l'esprit compétition peut-être, je sais pas. Et le but est de voir les gens s'éclater sur le terrain pour éviter de s'éclater derrière. C'est des valeurs comme l'amitié, le partage, le respect et puis voilà. Et la fête, surtout l'ambiance. Ça, c'est vraiment génial. C'est ce qui fait tout le charme du rugby. Mais là, maintenant ça se démocratise. Avant on était qu'entre hommes, maintenant il y a beaucoup de femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos adversaires? Mais ils sont où? Mais ils sont où? Que le meilleur gagne, tout simplement. Gare à vous! Quand t'es un supporter, tu parles pas à l'adversaire, t'encourages que ton équipe. En tout cas, faire la fête dans le rugby, c'est crier, lever ses pouces et avoir les cheveux un petit peu qui graissent. Je suis crevé. Je vais aller me coucher parce que je suis assez âgé. Hein. Finalement, le rugby, c'est quoi? C'est la fête, on fête les cultures. Ouais, c'est ça. Des
d'Argentins, des Irlandais, des Australiens. Il y a de tout, il y a de tout. Vive le rugby. Vive le rugby. Alors comment on fait la fête dans le rugby, fils Chabal? Voilà, il y avait même le fils Chabal qui était là. Vous l'avez reconnu. Les images d'elle vivante, je crois. Oui, après, elles ont totalement disparu. Bien, il nous reste à vous remercier tous les 6. Merci beaucoup, Fabien Pelouse, parce que je sais que c'était pas facile de quitter ce groupe auquel vous êtes très attaché. Oui, mais j'ai passé un moment agréable. Au bout d'un mois et demi, ça va quand même faire du bien de mettre un peu les bouts. Hein. Ouais. Enfin, vous allez rentrer chez vous bientôt, c'est quand même quelque chose qui fait du bien. Et Sébastien... sur le terrain ce week-end, ouais, évidemment. avec lesquels Non, il va pas jouer du tout. Serge, merci, c'était un plaisir. Merci Roger. Franck. Merci beaucoup. Merci à vous. Francky, alors là, c'était du bonheur. Et puis Céline, moi j'ai été ravi de la recevoir. Et puis bonne chance pour la suite pour Rémi. On a passé une bonne soirée, Karine. On a passé une très bonne soirée, puis je pense qu'on va pas la terminer maintenant. Regardez le beau dessert que j'ai. C'est le dessert Ovalie. C'est d'un grand restaurateur, avenue Montaigne. Alors, à vos cuillères tout de suite, parce qu'on va le déguster. Alors, dans le ballon de rugby, vous allez trouver de la mousse au chocolat. Il pouvait pas le faire un peu plus gros, son gâteau, votre copain? C'est pour nous, ça. Non, on se le partage à 7, à 8. Bien. Et merci de whisky. Merci à tous. Merci à l'équipe de Cabot qui nous a aidé à préparer cette émission, au service des sports de TV5 Monde, à Thomas Desson, à Bruno Hulin et à toute son équipe pour sa réalisation, et puis surtout à vous qui nous avez fait l'honneur de votre présence. Merci de nous avoir suivis. Très bonne finale Afrique du Sud, Angleterre, et très bonne petite finale France-Argentine. Et d'ici là, portez-vous bien.